Le S5 II et le S5 IIX, on est nombreux à l'apprécier. Et même si j'utilise aussi d'autres boîtiers, c'est vraiment celui-ci en fait qui m'offre dans la généralité la meilleure expérience d'utilisation. Attention, je te dis pas que c'est le meilleur boîtier hybride du marché, mais dans l'expérience d'utilisation, et malheureusement pour les autres marques, il n'y a rien de mieux à l'heure actuelle que ce boîtier. Alors, te le dire, c'est bien, mais ici, ce que j'ai envie de faire, c'est vraiment une démonstration en direct dans laquelle je vais utiliser uniquement le boîtier ainsi que son module audio XLR. J'ai envie de te montrer comment il est possible de l'utiliser, ce qui va intégrer de l'apprentissage pour toi, et ce, peu importe la marque de caméra que tu utilises, mais surtout pour que tu puisses toi-même te faire ta propre idée. Avant de commencer à te faire la démonstration de son interface vidéo, je vais brièvement t'expliquer le setup que j'utilise ici et qui est assez simple. C'est-à-dire que sur ce S5 IIX, en dehors des micros, je n'utilise réellement que deux éléments supplémentaires. Le premier, ça va être le module audio XLR qui va afficher un réel enjeu tout à l'heure quand je vais te montrer son interface audio. Et puis ensuite, c'est le port USB-C sur lequel en fait est branchée une powerbank. Ce qui veut dire que je n'utilise pas de moniteur externe, je n'utilise pas de grosse batterie Veloc. Non, j'ai quelque chose d'assez simple, ultra mobile, ultra léger. Au niveau de l'objectif, j'ai dessus un objectif zoom, le Sigma 28-70 à ouverture constante f2.8, dont j'ai fait l'acquisition à quelques mois et qui est incroyable. Et par-dessus est fixé un filtre ND variable, le Nissi Vari TrueColor, de nouveau une réelle pépite qui m'a réellement réconcilié dernièrement avec les filtres ND variables. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre de supplémentaire dessus pour vraiment ici te montrer à quel point celui-ci sait être autonome de par son interface vidéo. Premier élément sur lequel je vais ici m'attarder. Sur le marché des boîtiers hybrides, plus de 80% d'entre eux, et au niveau du réglage de l'obturateur, sont avec un réglage de l'obturateur en seconde, qui est propre vraiment à l'univers de la photographie. Or, dans l'univers de la vidéo, ce réglage de l'obturateur, il va se faire en angle, avec des degrés. Comme tu peux le voir ici, shutter, qui est le mot en anglais pour obturateur, j'ai en dessous 180 degrés. Alors, si tu n'as pas encore ces connaissances par rapport justement aux différences entre un réglage de l'obturateur en vitesse et en angle, je t'invite réellement à te renseigner sur le sujet via d'autres vidéos qui sont présentes sur YouTube, de façon à ce que tu puisses te rendre compte de son importance et surtout de la facilité d'utilisation dans l'univers de la vidéo. Alors, ce Lumix S5 IIX ou S5 II, on a ce réglage de l'obturateur qui va être présent en angle avec des degrés, mais à n'importe quel moment, si j'en ai envie, je peux rebasculer sur un réglage au niveau des secondes et donc avec un obturateur en vitesse. Donc c'est-à-dire que je ne suis pas uniquement limité à ce système d'angle. Mais en l'occurrence ici, comme je suis dans une utilisation vidéo, moi c'est ça qui va m'intéresser. C'est-à-dire que si j'appuie dessus, j'ai le réglage ici au niveau de mon obturateur avec des degrés qui est présent. Mais je veux aussi savoir aller encore beaucoup plus loin. Et d'ailleurs, ici, tu peux le voir, au niveau des degrés, lorsque je fais donc un mouvement de roue, je vais basculer de 180 degrés à 240 degrés, ce qui va afficher en fait des transitions de paliers qui sont assez importantes. Or, de nouveau par rapport à l'univers de la vidéo, dès que tu te retrouves dans des endroits qui vont intégrer en tout cas de l'éclairage de mauvaise qualité, donc on peut avoir ce qui s'appelle un flickering, un scintillement. Et on va le retrouver avec un balayage qui va s'afficher sur l'écran. Ou alors, lorsque tu viens à filmer un écran LCD, qu'il soit présent par exemple à l'intérieur d'un véhicule, ou alors si tu te retrouves en bordure de terrain de foot par exemple et qu'il y a des panneaux qui affichent des spots publicitaires, tu peux retrouver ce scintillement qui est présent. Et donc pour ça, on doit avoir un réglage de l'obturateur qui va être beaucoup plus précis. Et de nouveau, c'est un élément qu'on va retrouver d'intégrer ici dans cette interface vidéo. Pour moi, c'est tellement important que je l'ai même assigné en fait à un bouton raccourci. Donc lorsque je vais dans mon menu raccourci, je vais avoir ce qui s'appelle le balayage synchronisé. Si je le bascule sur oui et que je reviens maintenant sur le réglage de mes degrés, tu peux voir que je vais avoir ici un mouvement degré par degré. Donc 181, 182, 183, 184, 186, etc. Donc je vais avoir un réglage qui est beaucoup plus précis, ce qui va me permettre en fait justement de synchroniser, comme il est mis, le balayage synchronisé, de synchroniser en fait mon obturateur par rapport à ce qui sera présent devant, que ce soit au niveau d'un éclairage de mauvaise qualité ou écran LCD ou autre. Donc ça, ce sont deux éléments qui sont ultra importants lorsque tu es dans l'univers de la vidéo et dès qu'en tout cas tu veux en tout cas avoir des réglages plus précis et surtout plus rapide. Je continue par rapport à ça et pour ça je vais revenir ici sur un affichage ultra complet avec tout ce qui est outils qui va nous permettre de mieux vérifier et contrôler l'exposition
de notre image. De nouveau, dans l'univers de la photographie, ce qui est le plus commun, ce qui est le plus utilisé, ça va être ce qui s'appelle un histogramme. Mais lorsqu'on est en fait dans le domaine de la vidéo, on va avoir une équivalence d'un point de vue d'outil qui va s'appeler en anglais une waveform. Moi ici, je l'ai directement en fait reprise sur un raccourci, ce qui fait que lorsque j'appuie sur mon bouton AF on, ben, je viens en fait directement à activer cette waveform. Donc cette waveform, tu peux voir en fait qu'elle va bouger suivant l'exposition de mon image, ce qui me permet en fait de vérifier. Donc c'est-à-dire que le bas représente tout ce qui est basse lumière et le haut les hautes lumières. Donc tu peux voir ici que si je viens à faire un mouvement au niveau de mon filtre ND, ben, je viens en fait à perdre des informations dans les hautes lumières. Donc je viens avoir une surexposition tout simplement. Alors avoir cet outil de waveform, c'est déjà très important. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, ça va être la polyvalence au niveau de l'affichage sur cette waveform. Alors, en fait, ici, un des gros avantages que je vais retrouver par rapport à cette interface vidéo, c'est que je peux en fait bouger de place cette waveform, je peux la mettre à n'importe quel endroit et je peux aussi modifier sa taille. Donc, c'est-à-dire que si j'ai envie de l'avoir en tout petit ici dans un coin de l'image, aucun problème. Si maintenant j'ai envie d'avoir un affichage où elle est en ultra grande en plein milieu, aucun souci, je sais le faire. Et ça, de nouveau, c'est quelque chose que lorsque tu as pris l'habitude en tout cas d'avoir ce type d'interface, c'est très plaisant en tout cas. Donc, moi, j'ai généralement un affichage moyen, comme tu peux le voir, et je la place généralement à cette hauteur-là. Mais s'il y avait quelque chose d'important dans mon cadre à cet endroit-là, je viens à la bouger de place, je viens à la diminuer de taille, etc. Donc, je vais avoir quelque chose d'ultra polyvalent. Donc, en plus d'être important pour contrôler réellement l'exposition de son image, qui est un outil qui n'est pas présent dans la majorité des boîtiers hybrides, je sais surtout en fait la bouger de place et changer sa taille. En fait, la waveform, c'est l'un des meilleurs outils qui va venir t'aider lorsque tu veux venir exposer une image que tu viens à filmer en log, par exemple. C'est ton signal vidéo qui est représenté sur cette waveform et donc tu sais justement en fait vérifier celui-ci. Comme tu peux le voir, j'ai vraiment les mouvements qui sont affichés. Et dès que tu as pris l'habitude de l'utiliser, tu as vraiment une représentation de ton image. Il faut un peu d'expérience, mais dès que tu as pris cette habitude, c'est quelque chose qui est incroyable d'un point de vue utilisation. Je vais continuer avec un outil qui, avec le temps et sur les nouveaux boîtiers hybrides, se démocratise de plus en plus, et heureusement, qui est en fait, lorsque tu lances l'enregistrement, d'avoir une bordure rouge, un cadre rouge qui t'indique que là, tu es bel et bien en train de filmer. Alors, c'est quelque chose que lorsque, en tout cas, tu as pris l'habitude d'effectuer plusieurs captations, mais tu auras pu avoir peut-être la mésaventure de tu penses avoir lancé l'enregistrement et quand tu coupes, en fait là il vient seulement à se lancer, donc tu avais mal appuyé sur le déclencheur. C'est quelque chose qui, je pense, nous est tous arrivé, et là le fait de justement avoir une bordure rouge, un cadre rouge, ça te précise bel et bien que tu es en train d'enregistrer. Donc si tu n'as pas ce cadre rouge qui est présent, tu n'es pas en train d'enregistrer. Donc ça t'évite en tout cas de faire plusieurs erreurs lors de tes différentes captations. De nouveau, c'est un outil hyper important et qui, heureusement, lui par contre, commence à se démocratiser de plus en plus sur les nouveaux boîtiers des différentes marques. Je reviens maintenant sur le contrôle de l'exposition de ton image. Et en fait, ici, ce S5 II et le S5 IIX, ils intègrent en tout cas quelque chose que je trouve génial, c'est-à-dire la possibilité en fait de détourner un outil qui est plus, on va dire, dans l'univers de la photo et de pouvoir l'utiliser pour de la vidéo, mais surtout à ce qu'il vienne à s'adapter pour de la vidéo. C'est vraiment génial. Donc, c'est-à-dire que moi, de nouveau, c'est un outil qui est tellement important que je l'ai assigné à un raccourci sur mon menu Quick. Ça va être le spotmètre de luminance. Je vais venir utiliser celui-ci. Et donc, j'ai maintenant ici, tu peux voir un tout petit carré qui est au milieu. Et j'ai ici une information sur laquelle il est mis plus 2,4 stop. Donc, stop, diaph, ouverture de diaph en français. Alors, en fait, donc, le S5 IIX, il intègre en tout cas une plage de dynamique de 14,3 diaph. En tout cas, c'est ce qui est annoncé par le constructeur. Et d'un point de vue répartition, ça va être de -8 jusqu'à plus 6,3. Donc, -8 jusqu'à plus 6,3, ça nous donne bel et bien cette plage de 14,3. Et en fait, ce spotmètre, tu peux voir que je peux le déplacer à n'importe quel endroit. Je vais le mettre par exemple ici au niveau du mur. Et là, il vient de me changer. Il me mesure une lecture à plus 1,8. Alors, ce qui est intéressant, et là on va le voir, c'est-à-dire que je vais le mettre ici sur cette partie du mur qui, elle, est beaucoup plus exposée au soleil. Tu peux voir que je suis à plus 4,2. Quel est l'intérêt vraiment de cet outil? En fait, c'est de voir la latitude d'information qui va nous rester en haute ou en basse lumière. Là, en l'occurrence, on parle de basse lumière. On parle de haute lumière, pardon. Je suis à plus 4,2. Je vais venir ici ouvrir mon diaph. Et tu vas voir que dès que j'atteins
le plus 6,3, voilà, là, là d'office, en fait, là, je suis cramé. Donc, c'est-à-dire que là, je n'ai plus aucune information disponible. Donc, si j'augmente encore, tu peux voir qu'il ne bouge plus parce que de toute façon, je suis au-dessus. Tu vois, j'ai tout perdu, je suis au-dessus. Donc, c'est-à-dire que je reviens, je réutilise ici mon filtre ND pour venir le faire diminuer. Et voilà. Et donc, là, par exemple, tu vois, si je me mets à plus 6, à plus 6 stop, ben là, j'ai toujours des infos. Donc ça, ce sont des infos que je peux toujours récupérer en post-production. C'est génial comme outil. Déjà parce que ça peut t'aider à mesurer en fait tes différences de contraste sur ton cadre, hein, donc ce qui sera présent à différents endroits, ça c'est la première chose. Mais surtout te dire, ben voilà, là j'ai encore des informations que je peux exploiter, soit dans les hautes ou dans les basses lumières. Donc même chose, hein, donc c'est-à-dire que je vais mettre ici le spotmètre vraiment ici à l'intérieur. Donc voilà. Là tu peux voir que je suis à plus 1,3 parce qu'il est en train de faire une mesure sur quelque chose qui se trouve à l'intérieur de l'habitat et donc qui lui est dans la pénombre. Et même chose, là je vais venir refermer mon diaph. Donc là je suis au maximum, donc je vais venir ici augmenter l'ouverture de mon objectif et tu peux voir que je vais venir descendre. Voilà, je vais venir descendre. Donc là j'ai toujours de l'information. Voilà, j'en ai toujours. OK. Donc je suis au maximum, j'ai toujours de l'info. Donc je vais venir maintenant changer mon obturateur. Voilà. Tac. Je vais venir le fermer. Voilà. Ah voilà. Et là, ici, voilà. Là, je suis à moins 1,8. Là, je suis au maximum. Donc là, j'ai plus d'infos. Là, tu vois, là, il y a strictement plus d'infos. Voilà. Là, je suis à moins 7,7. Donc là, j'ai encore des infos. Là, je pourrais encore aller rechercher des informations en post-production. Donc, c'est génial, en tout cas, d'avoir un outil comme celui-là. Moi, je trouve ça incroyable de pouvoir, en fait, ici, détourner un outil qui est à la base pour plus, on va dire, l'univers de la photo, mais l'intégrer ici pour de la vidéo et surtout à ce qu'ils viennent à s'adapter par rapport justement aux fonctionnalités vidéo. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, il me fait une lecture sur base du log. Hein. Donc, là, je suis en mode Vlog. Eh bien, il me fait cette lecture sur base du log. Donc, il s'est réellement adapté. Et donc, ça, c'est vraiment génial comme outil parce que je peux faire cette mesure à n'importe quel endroit. Donc, tu vois, je sais mesurer en tout cas les différences de contraste que je vais retrouver dans ma scène. Donc, c'est-à-dire qu'ici, sur la palissade, ben, je suis à plus 0,5 et ici, je suis à plus 4,2. Donc, je sais mesurer en fait la différence d'exposition que j'ai entre les deux. Donc, même si tu es sur un travail d'équipe et que tu es avec un collaborateur, tu peux lui dire en fait la différence d'exposition que tu as entre l'avant-plan et l'arrière-plan, par exemple. Donc, c'est génial. C'est un outil qui est super bien pensé. Je trouve ça génial de pouvoir nous le laisser utiliser par rapport à l'univers de la vidéo. Donc, voilà. Donc, moi, c'est tellement important que je l'ai assigné à un raccourci, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, ben, je sais en fait l'utiliser pour venir en tout cas mesurer certains endroits de mon cadre. Autre élément important par rapport à cette interface, tu m'as vu souvent appuyer ici sur le menu rapide, donc la touche Q pour Quick. Jusque-là, rien de bien nouveau par rapport à d'autres boîtiers hybrides sur le marché, mais ici, c'est vraiment son niveau de personnalisation. Donc moi, par exemple, ici, tu peux voir qu'au niveau de l'interface vidéo que j'ai de présente juste ici, j'ai envie d'avoir un affichage qui est assez clair pour pouvoir ici mieux m'aider à composer mon cadre. Par contre, si j'ai envie de récupérer en tout cas mes jauges audio, donc mes jauges de niveau audio, ben j'ai directement ici configuré un raccourci. Ce qui fait que lorsque je reviens sur On, j'ai ici mes jauges de niveau audio qui se réaffichent. Et donc ça, en fait, on a un degré de personnalisation par rapport à ce menu rapide qui est super bien fait parce qu'on sait y intégrer vraiment tous les différents outils qui sont présents dans le boîtier Lumix. Donc, par exemple, ici, j'ai mon marqueur de cadre de sécurité qui est présent. De nouveau, tu peux voir ici, ben, il n'y a pas de marqueur de cadre. Si maintenant, je viens à l'activer, marqueur de cadre que j'aurais préconfiguré au préalable. Donc ici, par exemple, il est sur un ratio de type 2,39. Donc, si je veux en tout cas filmer dans un ratio ou en tout cas faire un montage par après dans un ratio qui sera différent par rapport du 16/9, eh bien, je viens à régler mon marqueur de cadre et je sais le faire afficher à n'importe quel instant via ces différents raccourcis dans mon menu rapide. Je sais aussi modifier la couleur, etc. Donc, en fait, ici, on a une personnalisation au niveau du menu rapide qui est très bien faite parce qu'on n'a pas de limite. On peut vraiment tout mettre dedans. Il n'y a pas de limite à l'heure actuelle et c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on n'a pas quelque chose qui est bridé. Avant de continuer, je voulais préciser que pour cette vidéo, le seul sponsor, c'est moi-même. Si tu recherches une formation de caméra comme pour ce S5 par exemple, n'hésite pas à consulter mon lien qui est présent en description avec mes différentes masterclass de caméra et tournage ainsi que mes différentes luttes. Tu peux aussi y retrouver des mémos techniques gratuits pouvant t'aider à mieux filmer ainsi que t'inscrire à la newsletter dans laquelle j'essaye de partager de l'information différente que celle déjà présente sur YouTube. Comme tu peux le voir ici sur la captation, je suis sur du log, Vlog qui est présent juste ici.
ici. Ce qui veut dire que pour avoir cet affichage-là, hein, donc cet affichage qui est beaucoup plus contrasté et saturé, ben, j'utilise une lutte par-dessus. D'ailleurs, je peux la désactiver. Je l'ai assigné un raccourci. Donc là, je l'ai désactivé, ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment, je sais récupérer cet affichage. Jusque-là, de nouveau, rien de bien extraordinaire. La majorité maintenant des boîtiers hybrides intègrent cela. Mais là où ça va aller plus loin ici avec cette interface vidéo, en fait, c'est que dans la bibliothèque de lutte, tu peux en fait intégrer jusqu'à 10 luttes. Donc la première chose, tu peux intégrer des luttes dedans. Ça, c'est la première étape. Tous les boîtiers ne le permettent pas. Donc, c'est-à-dire que tu peux intégrer des luttes, que ce soit des luttes de conversion vers du Rec 709 ou alors des luttes de type création. Mais surtout, ça va être dans la quantité. C'est-à-dire que ici, à nouveau, je sais intégrer jusqu'à 10 luttes. Moi, par exemple, sur mes différents moniteurs externes que j'ai, que ce soit sur des marques Atomos, Fieldworld, peu importe, je ne sais pas intégrer autant de luttes. Ici, je sais aller jusqu'à intégrer 10 luttes à l'intérieur du boîtier. C'est un peu unique. Alors, je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller pour intégrer 10 luttes, mais en tout cas, il me le permet. Je sais intégrer ici dans la bibliothèque de lutte jusqu'à 10 luttes. Donc, de nouveau, ça, c'est quelque chose qui est très bien pensé, qui te permet d'anticiper, en tout cas, suivant tes besoins. Je continue avec un autre élément qui a un réel enjeu à l'heure actuelle, qui est sur la lecture du capteur. C'est-à-dire pas uniquement sur un ratio de type 16/9, mais sur la totalité du capteur. Il y a différentes raisons, en tout cas, qui vont justifier l'importance de ce mode qui est dit Open Gate. Et ici, on va le retrouver de nouveau sur ce S5 II et ce S5 IIX. Et ça va même aller un peu plus loin. Et je vais te faire une petite démonstration, c'est-à-dire que de base, ici sur la partie du menu qui te laisse la possibilité de choisir tout ce qui est codec, résolution et débit, on va avoir en fait une liste qui est assez impressionnante, c'est-à-dire qu'on peut avoir jusqu'à 59 combinaisons en fait. Donc, c'est-à-dire qu'entre le choix débit, codec, résolution, on a 59 combinaisons qui sont présentes. Et ce qui veut dire qu'on a un choix dans lequel on peut vite se perdre. Et c'est génial parce qu'on a un système de filtre qui est présent, de nouveau pour aller plus loin. Donc, c'est-à-dire que moi, ici, par exemple, je sais que d'un point de vue cadence, j'ai envie d'avoir ici du 24 images et d'un point de vue résolution, moi, ce qui m'intéresse, c'est de la 6K avec un ratio de 3/2, donc pour le mode Open Gate. Et là, il m'affiche, voilà, il y a un résultat. Et j'y ai directement accès. Ce qui me permet ici d'avoir, de 1, accès à ce mode Open Gate, mais surtout d'y avoir un accès encore plus rapide. Et ça, c'est génial en tout cas d'avoir justement, de 1, je reviens là-dessus, le mode Open Gate, mais aussi ici un système de filtre qui te permet d'aller beaucoup plus rapidement dans la résolution, la cadence et le codec qui t'intéresse. Tu peux voir que tu as accès directement ici à tout. Donc de nouveau, c'est très bien pensé. Hein. C'est quelque chose, ce sont des détails, mais quand tu sais que tu as 59 combinaisons qui sont présentes, si tu n'as pas envie en tout cas de chercher et surtout de ne pas te tromper, tu as un système de filtre qui est là et avec l'intégration du mode Open Gate. Comme il y a énormément de possibilités au niveau justement de la vitesse, les résolutions et les codecs, ça veut dire ici qu'on sait se faire plusieurs préconfigurations. Donc c'est-à-dire que sur le dessus, en tout cas du boîtier, sur la roue crantée, on va retrouver C1, C2, C3 qui nous laissent la possibilité d'enregistrer ces préconfigurations, ce qui veut dire qu'on peut avoir une meilleure réactivité lorsqu'on est en situation de captation. Alors de nouveau jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire dans l'absolu par rapport aux autres boîtiers hybrides qui sont présents sur le marché. Sauf que de nouveau, on s'est allé un peu plus loin. C'est-à-dire que par exemple ici, tu vois, je vais passer de C1 à C2 à C3. Et dans C3, j'ai encore accès à des variantes. Donc, c'est-à-dire que j'ai C3.1, C3.2, C3.3, C3.4, même C3.5. On pourrait déjà se dire que c'est bien. C'est-à-dire que j'ai 5 combinaisons sur C3 et j'ai C1 et C2 en plus. Non, on sait encore aller un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire que ici, par exemple, si je vais sur ma clé à molette et ma petite roue crantée, je vais retrouver ici les paramètres personnalisés et je sais changer le nombre maximum de modes personnalisés. Et je sais augmenter cela à 10. Donc, c'est-à-dire que je vais retrouver C1, C2 plus 10 variantes sur C3. Donc, tu imagines le nombre, en tout cas, de préconfigurations que tu sais te faire suivant tes besoins. Et ça, de nouveau, c'est vraiment bien pensé. Moi, ici, je me limite au final à 7 préconfigurations, 5 sur C3 et 2 avec C1 et C2. Mais tu sais aller bien plus loin. Donc, de nouveau, en fait, il y a tellement de possibilités sur ce boîtier qu'on a la possibilité justement d'enregistrer énormément de préconfigurations. De nouveau, quelque chose qui est super important dans l'univers de la vidéo. Ensuite, on a un autre élément qui est important avec justement l'affichage au niveau de ton écran LCD. Et c'est cette fameuse page globale, en fait, qui est juste géniale parce que de 1, elle t'affiche un affichage
clair sur tes éléments techniques, tes réglages techniques, ça c'est la première chose. Mais en plus, tout ça est tactile, donc tu sais y avoir accès. Donc si tu as envie en fait de changer les ISO, tu cliques dessus, aucun problème, c'est présent. Si tu as envie de changer le style de captation, donc de passer du log à d'autres modes, tu sais le faire aussi. Ta balance de blanc, même chose. L'ouverture, tu as accès à tout en fait. Donc dès que tu viens à cliquer sur quelque chose, tu vois ici, je sais changer la qualité de mon enregistrement. J'ai un accès qui est présent à tout. Et j'ai les différentes informations importantes. Même par exemple ici, comme le mode au niveau du ventilateur. Mais au-delà de ça, c'est aussi via cette page en fait qu'on a la possibilité de rentrer dans un élément qui est extraordinaire, en tout cas avec un boîtier comme celui-ci, ça va être le mode de captation audio. De nouveau, ça commence tout doucement à arriver sur les différents boîtiers hybrides, mais en l'occurrence, là, ça a acquis depuis longtemps en fait chez Lumix. Donc, c'est-à-dire que sur la page audio, on a différentes possibilités qui sont présentes. Alors, pour ça, je vais venir ici activer le mode 4 pistes audio. Donc, je le mets maintenant sur On et tu peux voir que j'ai 2 jauges qui sont présentes. Alors, en fait, la première, ça va être le micro XLR qui est branché ici justement sur le dessus. Donc, un micro XLR. Alors, il est branché ici sur le dessus de la caméra, mais il pourrait être déporté, il pourrait être bien plus loin, que ce soit de système par fil ou sans fil. Et puis, juste en dessous, je vais avoir le port jack qui va être utilisé avec le Rode Wireless Go. Alors, donc, Channel 1, Channel 2, c'est le XLR qui est présent juste ici, un micro, mais attention que tu sais même avoir un deuxième micro XLR parce que tu as input 1 et input 2 et tu as en plus le mini jack qui est présent. Donc là, on a quelque chose qui est génial et tu as tout qui est présent d'un point de vue commande globale sur la partie audio. C'est-à-dire que tu sais directement activer ou désactiver justement ces 4 pistes, ça c'est la première chose. Ton gain, tu sais le régler justement de façon standard ou basse. Tu as ici le monitoring, donc lorsque tu écoutes ton retour audio, est-ce que tu veux qu'il soit en temps réel ou est-ce que tu veux qu'il soit par rapport au moment où tu enregistres ta vidéo? C'est-à-dire que tu as un petit décalage qui est présent, donc entre justement ton image et ton son. Est-ce que tu veux que ce soit vraiment en direct ou est-ce que tu veux que ce soit par rapport à l'image qui est enregistrée? Donc ça, c'est la première chose. Tu as ici ton monitoring qui là est génial. Donc c'est-à-dire que tu sais en fait choisir exactement ton retour audio. Est-ce que tu veux qu'il soit sur piste 1 et 2, piste 3 et 4, ou alors sur les 4, ou alors juste sur la piste 1, juste sur la piste 2, juste sur la piste 3 et 4, et ainsi de suite. Donc de nouveau ici, c'est-à-dire que si tu as un setup, ça tu vois, alors je l'ai mis près de moi, mais au final, c'est un setup que tu peux retrouver assez fréquemment lorsque tu fais de l'interview corporate, c'est-à-dire que tu vas retrouver un micro comme celui qui est présent ici au-dessus, un type XLR qu'on retrouve en boom mic en fait, qui est placé au-dessus de l'intervenant, plus un micro-cravate qui est placé sur celui-ci. Et donc, si tu as envie de faire le monitoring, donc le retour audio sur le boom mic et puis après sur le lavalier, sur le micro-cravate, eh bien, tu sais le faire. Tu as directement accès à tout ici et qui est à portée de main. Tu sais aussi regarder ta qualité audio. Et dès que tu utilises le module XLR, tu sais même basculer ici en 96 kHz, donc en 96 kHz. Donc voilà, on a quelque chose qui est très très bien pensé. Si je rappuie ici sur le mini jack, je sais activer des options comme le limiteur de niveau d'enregistrement. Donc j'ai vraiment accès à tout. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bien pensé. Là, en recliquant dessus, j'ai accès au contrôle du gain du mini jack. Alors pour le contrôle du gain du micro XLR, ça se fait depuis le module audio XLR. Là, c'est de façon physique, c'est pas de façon digitale comme je fais à travers le boîtier, mais par contre pour le port mini jack, j'y ai directement ici accès. Et donc je sais régler mon gain audio. Donc on a vraiment tout qui est présent et ça c'est réellement bien pensé. Son interface audio, et dès qu'en tout cas tu commences à faire des captations dans l'univers corporate ou alors l'univers des mariages, si par exemple tu veux faire un espèce de témoignage affectif entre justement les conjoints, c'est important en tout cas d'avoir une bonne interface audio. Et ici, on va la retrouver. Elle est vraiment ultra complète. La qualité d'enregistrement audio aussi est extrêmement bonne par rapport à un boîtier hybride, ce qui fait que tu peux vraiment, en tout cas, utiliser quelque chose d'assez simple, juste avec le petit module audio XLR. Donc, tout ça est très bien pensé. Voilà, c'est quelque chose qui, de nouveau, a été prévu pour vraiment te faciliter la tâche en tant que vidéaste. Comme tu as pu le voir, j'ai vraiment voulu te partager l'expérience d'utilisation avec son ergonomie. Je ne suis pas rentré dans les infos techniques et performances du boîtier car j'ai d'autres vidéos qui sont présentes pour ça. Ici, c'est plus une prise de conscience sur le fait que le boîtier, il intègre quasiment tout
ce dont j'ai besoin pour une utilisation autonome et sans moniteur externe par exemple. Dans l'absolu, la seule chose qui lui manque, ce sont les fausses couleurs. Mais pour le reste, c'est ce qu'il y a de plus complet sur le marché. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'équivalence dans le domaine des boîtiers hybrides. Je l'avais déjà mentionné en début d'année lors de mon test du S5 II, mais c'est avec ce genre d'interface que tu peux t'assurer la plus grande marge de progression technique. Ça, c'est une interface d'utilisation qui peut quasiment cocher toutes les cases d'apprentissage pour une classe en audiovisuel par exemple. Tous ces outils et assistances peuvent être développés sur de l'apprentissage technique et donc de la progression. Ce qui fait qu'au final, c'est compliqué de ne pas l'aimer ce boîtier. À nouveau, je te dis pas qu'il est parfait car aucun boîtier ne l'est, mais ici, ce qu'il faut retenir, c'est que l'interface qui est proposée dans les boîtiers Lumix, quand tu y as touché, c'est compliqué en fait de revenir en arrière. Et puis, si tu veux avoir une meilleure compréhension sur la différence entre le S5 II et le S5 IIX, je te retrouve dans cette vidéo. À tout de suite.